Voilà, c'est une petite conclusion partielle. Oh, pas encore. Pas encore, vous en avez encore envie. Donc, je voulais juste vous interpeller sur cette question. Comment est-ce qu'on peut dire que on doit à la philosophie arabe, non dont l'intérêt d'en tirer une certaine fierté, mais est-ce qu'on doit à cette pensée-là le fait de transformer la métaphore en syllogisme à part entière? Oui, merci pour votre question. Ça, c'est un point très très important. Je disais tout à l'heure qu'il y avait, vous savez, il est d'une actualité extraordinaire. C'est une fable donc écrite au milieu du XIIe siècle, Hayy ibn Yardan, qui a été traduite en latin par le philosophe autodidacte. Bon, pourquoi? Parce qu'il a imaginé, Ibn Tufayl, il a imaginé un enfant qui grandit seul dans une île, seul de son espèce. Il a été déposé là à la naissance, il a crié, une biche l'a entendu, elle venait de perdre son petit, elle l'a adopté, elle l'a allaité, et le voilà. Et c'est une expérience de pensée extraordinaire, c'est une imagination pour pouvoir finalement déduire beaucoup de choses dont je vais parler maintenant. Déduire quoi? Qu'est-ce que ça serait pour l'être humain s'il était seul de son espèce quelque part, mais mêlé à toutes les autres espèces? Parce que sur cette île, il y a des corbeaux, il y a des chats, il y a des chiens, etc. Donc il voit toutes les autres espèces sauf lui-même. C'est une très très belle imagination. Et Ibn Tufayl saisit cela pour dire que finalement, un enfant, de part en part, nourri par la nature, s'éveille de manière alerte, je vous remercie pour cette très jolie traduction, s'éveille de manière alerte à l'intelligence, et qu'en réalité, nous avons en nous-mêmes toutes les capacités de connaître pour peu qu'il y ait l'éveil autour de nous. Et donc, il fait sa première autopsie et découvre le corps, parce que le Tufayl était médecin, parce que cette biche ne répond plus, et c'est très intéressant, le principe par lequel tous les étudiants de médecine commencent leur médecine, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. On n'ouvre pas un corps comme ça. Les gens qui veulent se faire charcuter tout de suite en disant allez opérez-moi, c'est un vrai problème, parce qu'en réalité on ne fait de la chirurgie qu'en dernière instance. On essaye d'éviter ce point-là. C'est pas rien d'ouvrir un corps. Et vous avez cette réflexion dans Ibn Tufayl, parce qu'elle ne répond plus, et il dit mais finalement je vais l'ouvrir pour la guérir, parce que rien de pire ne pourrait plus arriver, vu qu'elle ne bouge pas. Peut-être qu'à l'intérieur, je vais arranger un mécanisme. Et l'autopsie n'est pas faite pour une simple curiosité de la pensée, elle est faite dans un but de soin. Et ça, c'est absolument magnifique. Et après, vous avez tout un développement écologique, parce que comme il grandit dans la nature, vous avez une protection de tout ce qui est naturel autour de lui. Ne mangez les fruits que quand ils sont mûrs et non pas attaquer les germes. Veillez complètement à la sauvegarde du milieu autour de lui. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, s'il pensait de l'environnement autour de la vie, de la santé et de la sauvegarde des autres espèces auxquelles nous devons probablement pas justice, nous devons justice aux hommes, mais auxquels nous devons bienveillance et attention, eh bien, effectivement, nous avons tous les concepts présents dans Ibn Tufayl pour lui donner une actualité. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu faire à travers ce livre. J'ai voulu à chaque fois jeter un regard contemporain sur cette philosophie pour la décloisonner. Parce que je ne suis pas de ceux qui disent on a vécu un âge d'or, c'est absurde, je ne suis pas dans la nostalgie, je ne suis pas dans le défaitisme, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est une pensée opératoire, une pensée construite, et à partir des questionnements aujourd'hui, aller chercher un fond commun que j'appelle la tradition de l'humanité. Et comme cette tradition a été occultée, eh bien, je pense qu'on a beaucoup à apprendre avec ces philosophes pour toujours une analyse comparée et certainement pas si confinée, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Je cherche à décloisonner la référence arabe, la décloisonner pour la rendre
bien évidemment commensurable avec le legs grec, mais commensurable aussi avec nombreux de nos questionnements. Vous avez mentionné tout à l'heure la gouvernance et la cité. Que de choses dans Ibn Khaldoun permettent de comprendre par la grammaire des situations, ce que j'appelle la circulation des signes, une analyse véritablement du citoyen et de l'insertion dans une cité. Merci. Je voudrais bien revenir sur cette idée de Montauffet et de cette fable-là. On la retrouve chez Daniel Defoe. Oui. Et que Jean-Jacques Rousseau également en parle comme étant le seul livre à mettre entre les mains d'un enfant. Et puis j'ai été fasciné par le livre de déjà feu Michel Tournier, Vendredi ou les langues du Pacifique, où il a pensé de la même manière, tout en thématisant autre chose, c'est-à-dire la relation entre soi et l'autre. Que devient-on Qu'est-ce qu'on devient sans l'autre? Et là, on a encore une preuve de l'universalité de la pensée. Donc, vous avez raison de signaler toute la tradition de Robinson, parce que le Robinson de Defoe, la traduction du texte d'Ibn Tufayl, maintenant c'est attesté, que Defoe l'a eu entre les mains, et que ça lui a permis de construire sa propre pensée. Il y a effectivement cette transmission de tradition, d'ailleurs c'est le même mot, transmettre et traduire, et l'idée de la tradition. Une tradition est toujours une transmission, et effectivement on peut le suivre sur Robinson, mais on peut le suivre sur beaucoup de choses. Pour des choses techniques que j'analyse, la distinction entre l'essence et l'existence est une distinction élaborée par Avicenne, mais elle est devenue un front commun de la pensée, et elle est présente chez Leibniz, chez Descartes, chez Spinoza, etc. Le monopsychisme, l'idée que l'intellect est un, elle est présente chez Averroès, donc ça c'est ce que j'appelle moi le trésor commun de pensée, auquel on accède par des voies différentes, mais on accède finalement toujours, il y a peu de problèmes, beaucoup de questions, il y a beaucoup de styles distincts pour arriver à des questions fondamentales, et les questions fondamentales, on en a débattu quelques-unes, sur la catégorisation du réel, sur l'interconnaissance des cultures. Il y a aussi, effectivement, peut-être par les questions avec le public, je pourrais revenir et développer plutôt que revenir, parce que je n'ai fait que mentionner, le rapport à la cité, le rapport à la citoyenneté, qui sont aussi très importantes, avec cette chose magnifique, et permettez-moi de me répéter, combien ces philosophes vivaient sous l'égide de l'intellect, et précisément une vie de part en part normée par l'intellect. Eh bien, c'est quand même une promotion de l'humain à travers cette injonction. Alors, toujours chez Montauffet, sur cette idée, vous mentionnez que il y a un intérêt, il parle à un certain moment des points de la gestion de l'eau, de la gestion de l'espace, etc. Et donc la philosophie, comme elle a thématisé cela, la relation de l'être avec, on va voir qu'avec d'autres philosophes, on va parler par exemple de la relation du corps, et Dieu seul sait combien elle se complique avec tous nos enfants qui oublient le soin de leur corps, et puis du soin du corps, du souci de soi, gouverner sa santé pour se gouverner dans une société, et pourquoi pas gouverner les autres. Et là, on va passer à un point qui est très important, qui est la relation avec la charia, la relation avec la cité, etc. Oui, effectivement, il y a une partie, la dernière partie, le dernier tiers, où je prends la notion de tadbir, de organiser, gérer, etc., qui est une notion très très importante, et effectivement, elle est si générique qu'elle se rapporte aussi bien au gouvernement de soi, par, on va dire, les vertus, mais aussi le gouvernement des autres. Il y a d'un côté tout l'aspect médical. L'aspect médical, permettez-moi le présenter à travers une analyse des capacités. La capacité, c'est un enjeu très très important. Vous savez aujourd'hui encore, ce
ce qu'on appelle les formes de vie contrariées, les formes de vie rétrécies, la perte de l'autonomie fonctionnelle pour les personnes âgées ou les personnes malades ou les personnes handicapées, eh bien, la notion capacitaire était une notion très travaillée par des gens comme Avicenne. Je m'y arrête beaucoup parce que je pense que c'est un concept clé, un concept beaucoup plus important que celui dont on nous rebat les oreilles, comme celui de la différence, du droit à la différence. Non, c'est d'abord le droit pour avoir la possibilité de faire quelque chose, d'agir, et la capacité est définie comme la puissance d'agir aisément et de pâtir difficilement. Et agir aisément, c'est se donner les moyens. Et se donner les moyens d'agir aisément, d'avoir une action d'ampleur, qui est liberté bien évidemment, mais qui est aussi pour le corps une capacité de faire. Ça passe par l'hygiène et la préservation de la santé. Et donc il y a tout un aspect préventif d'hygiène et de médecine préventive qui a été très très développé dans cette philosophie. Ça pour l'aspect corporel. Et pour l'aspect précisément, est-ce qu'on pourra ouvrir après la discussion avec la salle, et pour l'aspect cité, il y a l'idée que le prince ne peut gouverner véritablement la cité. Le prince, le législateur, on l'appelle comme on veut, mais le chef d'une cité, eh bien, il ne peut gouverner que s'il se mire dans ses citoyens et que se constitue une image des citoyens qui lui revient, parce que s'il vit isolé derrière des remparts, eh bien il se coupe et son pouvoir devient fragile. Et ceux qui lui assurent la constitution de cette image médium entre lui et les citoyens, ce sont ses conseillers. Et donc il y a toute une tradition de ce qu'on appelle le miroir des princes, les conseils donnés aux princes, et qui sont justement des conseils pour lui permettre de ne pas décider seul, pour lui préparer des dossiers. Aujourd'hui, on dirait des procédures d'experts, mais il y a toute une tradition très très importante sur cette question de miroir des princes. On pourra peut-être y revenir pour si des gens dans la salle veulent plus de détails. Très bien. Rapidement, vous avez une phobie, monsieur Hayé, c'est la ventriloquie transcendante. Ah oui. La ventriloquie transcendante, c'est un mot un peu pompeux. C'est un mot que j'emprunte à Lichtenberg, un philosophe du XVIIIe siècle allemand, qui dit beaucoup de choses que les hommes décident sur Terre, on les attribue à Dieu. Ventriloquie transcendante. Donc voilà, les hommes décident beaucoup de choses entre eux et ils projettent sur une supposée volonté divine en disant qu'ils sont les représentants de la divinité. Donc effectivement, nous avons toute cette façon à propos de la charia qui a été, c'est un concept de parent par historique, je pourrais y revenir par vos questions, et qui a été rendu anhistorique, comme s'il y avait toujours une même loi, qu'elle a été donnée par Dieu, mais vous avez toujours des personnes qui la défendent comme si, précisément, ils avaient une télépathie directe, ils savent ce que Dieu veut. Eh bien, moi je le dis au risque de choquer beaucoup de gens, mais je le précise, c'est les hommes qui disent que la loi divine est divine. Voilà. À moins qu'ils aient une communication directe avec Dieu. Mais dans la tradition musulmane, il n'y a qu'une seule personne qui a eu cette communication et qui a été le messager, c'est le prophète. Les autres n'ont pas la possibilité de dire que c'est cela, ce que dit Dieu. C'est les hommes qui disent que la loi divine est divine. Vous arrivez donc à travers tous les domaines qui touchent notre vie, en partant de notre corps comme élément de l'universel, comme élément de l'univers, et donc vous brassez tous ces sujets, et la philosophie peut nous apporter beaucoup de choses sur des thèmes qui nous touchent. Je finirai donc mes questions par cette citation de Diderot qui disait « Hâtons-nous de populariser la philosophie », et vous le faites si bien, c'est aller pour l'autre. Il y a une chose, une certitude à laquelle on arrive, c'est que
la philosophie n'est pas l'apanage des philosophes, et qu'il y a les philosophes qui peuvent être des hommes de pensée lorsque c'est argumenté, lorsque c'est référencé. C'est ce qui fait toute la différence entre un polémiste, un essayiste sans référence et de la philosophie pure. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre générosité. Voilà. Si vous le permettez, donc c'est bon. Alors, on vous remercie encore une fois pour votre attention cette fois. Et la parole est au public. La parole est à vous, quel que soit votre intérêt, une citation, une réflexion. Peut-être allons-nous prendre les questions dans un premier temps ensemble, 3-4 questions pour permettre à beaucoup de gens de s'exprimer. Et je vous demanderai si c'est possible d'être bref pour permettre au maximum de gens d'intervenir. Voilà. Merci bien, M. Ali Benmarkouf, de votre exposé très judicieux et impressionnant. Mes quelques questions se posent sur les droits de l'homme. Sont-ils universalisables? Toute culture est-elle universelle? La philosophie arabe, je ne dis pas la philosophie arabe, mais la philosophie en langue arabe est-elle une philosophie servile? Est-elle une philosophie servile? Où peut-on chercher la variété, l'individualité et le vrai génie des Arabes? D'un côté, dans le domaine de la pensée, les Arabes n'auraient rien inventé. Merci beaucoup. Merci de vos questions, je les ai notées. Merci. Peut-être 2-3 autres questions avant que je fasse une réponse, et puis on reprendra 2-3 autres. Merci, M. Ali Benmarkouf. Merci, M. Saïd, pour ce plan intellectuel bien garni. Merci à l'Institut français de nous avoir donc permis d'avoir l'amabilité de parler de la philosophie dans un moment où personne ne parle de la philosophie, dans un moment où il y a une régulation intellectuelle carrément. Les philosophes arabes, pourquoi philosophes arabes et pas philosophes musulmans, islamiques? Parce qu'on sait l'apport de ceux qui ne sont pas d'origine arabe, qu'ils soient des Persans, qu'ils soient des Amazirs, qu'ils soient d'autres nationalités, qui avaient eu un grand apport pour la philosophie, pour la florescence de ce monde dit musulman à l'époque médiévale. Faut-il peut-être mettre l'accent de cette florescence de la philosophie arabe ou islamique sur la traduction? Les Grecs avaient bénéficié de ce que les Mésopotamiens avaient forgé bien avant eux, ou bien juste avant eux. Beit al-Hikma, du temps des Abbassides, donc ce monde musulman qui avait pris la peine de traduire la pensée grecque, et les Européens qui avaient pris la peine aussi de traduire la pensée arabe, la pensée islamique, la philosophie, y compris donc la philosophie, à l'époque donc de la Renaissance, pour forger cette Renaissance européenne. Une petite question qui nous intéresse peut-être nous les Marocains concernant Averroès, puisque vous avez parlé un peu plus beaucoup d'Ibn Rushd, que je préfère moi prononcer et écrire Ibn Rushd par Averroès, et sa causerie de vendredi de la Koutoubia. Donc aurions-nous peut-être l'honneur un jour de tomber sur cette causerie, parce qu'on sait qu'Averroès, lorsqu'il est venu à la Koutoubia pour une causerie religieuse de vendredi, certainement il avait forgé peut-être une théorie, il avait émis des idées extraordinaires. Autre chose, pourriez-vous, vous en tant que chercheur, en tant que philosophe, nous éclairer le monde entier, pas nous uniquement, sur les philosophes méconnus, inconnus? Parce que dans cette philosophie et ces penseurs musulmans et arabes, il n'y a pas que le Farabi, Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Tufayd et les autres, il y a beaucoup de philosophes dont personne ne parle, mais ici, pour nous, au Maroc, par exemple, du temps des Almoravides, du temps des Almohades, et durant toutes les dynasties régnantes, il y avait de grands penseurs, de grands philosophes qui ont contribué à l'enrichissement de la pensée humaine, mais dont personne ne parle. Merci beaucoup. Merci.
Bonsoir, merci pour votre intervention. On ne peut pas contester l'ancrage de ces savants que vous avez cités dans la loi et dans le dogme musulman. Pourquoi alors ont-ils eu besoin d'aller chercher chez des polythéistes des outils conceptuels pour expliquer leur foi? Oui, merci. Et pourquoi ne sont-ils pas tournés vers l'Est, vers l'Inde, vers la Chine, vers les camps plus proches, le Chaldéen, les Babyloniens, il y a toute une tradition. Oui, vous avez raison. Oui, merci. Encore une quatrième, et puis je réponds déjà à ces 4 premières questions. Et on refera un second tour après. Je garde le fil des questions. Vous avez dit que la philosophie arabe devrait être répertoriée dans le patrimoine commun de la philosophie et de l'humanité, afin qu'il retrouve une certaine visibilité largement méritée des restes. Or, cette mission n'est-elle pas ardue lorsqu'on sait que certains pays arabes, dont notamment le Maroc, qui avaient interdit jusqu'à un passé récent l'enseignement de la philosophie dans leurs collèges, lycées et universités? Merci. Merci beaucoup. Bien. Bon, je commence à répondre. Merci beaucoup pour vos questions. Vous savez, moi, M. Ortebiz a cité Montaigne. Effectivement, j'ai publié un livre sur Montaigne. Montaigne dit que la parole appartient à moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute. Et moi, ma satisfaction, c'est que ce que j'ai pu dire, moi et mon collègue aujourd'hui, eh bien, ça travaille un peu en vous et que ça vous fasse penser à d'autres choses et que les choses continuent, parce qu'en fait, non seulement la parole appartient à moitié à celui qui l'a dit et moitié à celui qui l'écoute, mais nous tenons les uns aux autres par la parole. Je crois que c'est un lien qui est majeur. Et véritablement, merci beaucoup, M. Ortebiz, d'avoir provoqué cet échange aujourd'hui. Monsieur, vous me dites, est-ce que les droits de l'homme sont universels? Universalisables. C'est-à-dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, a été maintenant intégrée dans le préambule de plusieurs constitutions, et elle est devenue du droit positif. C'est ce que les juristes appellent le droit des droits de l'homme. Ce n'est plus simplement une déclaration, c'est un principe de droit. Il y a plusieurs droits positifs à travers le monde qui ont fait de la Déclaration universelle des droits de l'homme un principe de droit en l'intégrant dans leur préambule. Donc vous avez une intégration partie par partie du monde de cette déclaration. Et le droit international, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, a fait tout un travail d'universalisation du droit. Comment? Par les pactes sociaux et civiques de 1966 de l'ONU, par la Charte africaine des droits de l'homme de 1981, par la Cour pénale internationale de 1998, par le tribunal pénal 2001. Donc finalement, quand vous prenez sur 50 ans, le droit international a beaucoup progressé. Et moi, je suis de ceux qui y mettent tout leur foi, comme le dit d'ailleurs le 5e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons foi dans les droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, vous savez, c'est les droits quotidiens, que vous ayez pu venir ici sans que vous soyez censuré, que vous puissiez parler et que je puisse parler sans qu'il y ait une surveillance de ma parole. Donc ça, c'est des droits fondamentaux et qui supposent précisément un engagement de ces droits. Et de ce point de vue-là, effectivement, ils sont, sinon universels, du moins universalisables. La seconde question de cette première question, la philosophie arabe servie, justement, j'ai démontré avec mon collègue aujourd'hui, et le livre s'arrête sur le suivi des démonstrations et des argumentations, comme quoi c'était une philosophie de part en part innovante. L'intégration de la poétique et de la rhétorique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Se donner les outils pour précisément lire le texte sacré à partir des théories platoniciennes et aristotéliciennes, c'est à chaque fois que vous faites une transposition,
et que vous faites un transfert, vous êtes dans l'innovation. Et voilà, un commentaire dit une parole qui n'a jamais été dite, par définition. Donc il ajoute précisément quelque chose. La seconde question, pourquoi philosophie arabe et pas philosophie islamique? Je m'explique au début de mon ouvrage pour dire que philosophie arabe, j'entends philosophie écrite en langue arabe. Avicenne n'était pas arabe, mais il a écrit en arabe. Al-Farabi n'était pas arabe, mais il a écrit en arabe. C'est le médium de la langue, c'est pas l'ethnie. On pose très souvent cette question, mais je m'explique. Philosophie arabe, philosophie en langue arabe. Quand au XVIIIe siècle, Leibniz, allemand, écrit en français, le médium était la langue française. C'était la langue de tous ceux qui intellectuellement étaient avaient une parole qui portait en quelque sorte. Eh bien, le médium arabe ça a été le cas. Maïmonide, Ibn Maïmoun, a écrit au XIIe siècle ce qu'on appelle le guide des égarés, que je préfère appeler un signe pour les perplexes. Eh bien, il a écrit un signe pour les perplexes en langue arabe. Il a été traduit après en hébreu. Donc, Maïmonide est un philosophe arabe, au sens où je l'entends, un philosophe qui a utilisé la langue arabe. Voilà, ça, je me suis expliqué là-dessus. Et alors, effectivement, vous avez raison, là, ce n'était pas une question, vous m'avez dit, effectivement, j'ai adopté le point de vue de la traduction pour marquer la transmission. Et vous avez raison d'insister sur les philosophes peu connus, vous avez tout à fait raison. Et justement, je saisis votre souci pour dire combien les acteurs philosophiques sont des acteurs sociaux de tous les jours. Et quand même Harkoun, que j'aimais bien, dit après Averroès, la pensée s'est tarie, non, la pensée ne s'est pas tarie parce qu'il y a eu plein de philosophes qui n'ont pas eu le prestige et le socle d'un Averroès, d'un Ibn Rushd, parce que, précisément, ils n'ont pas été traduits dans le monde latin tout de suite après. Mais, allez voir à Tombouctou, tous les manuscrits qui ont recopié l'organon aristotélicien, la logique aristotélicienne, il y a un travail extraordinaire à faire sur les manuscrits de Tombouctou, où vous avez plusieurs acteurs sociaux à travers toute une période post-averroïste, du XIIe siècle jusqu'à la manière dont Tombouctou a été décimé à partir des colonisations européennes. Mais vous savez, on parle du centre du savoir, Athènes, Jérusalem, Rome, Padoue, Paris, Oxford, mais il y a Grenade, Fès, Tombouctou, Tlemcen. Et ce carré, ou losange, si vous voulez, Grenade, Tlemcen, Fès, Tombouctou, du XVIe au XIXe siècle est un chantier extraordinaire. Et j'aime beaucoup votre question parce que c'est un des chantiers que je voudrais maintenant ouvrir pour montrer que, eh bien, il n'y a pas eu ce que dit Renan depuis Averroès. Les Arabes ont répété partout Dieu est Dieu. Est-ce qu'un peuple peut répéter pendant 600 années une même phrase? C'est absurde. Un peuple mange, boit, réfléchit, fait du si alors, donc, raisonne, et c'est cela, vous avez raison, monsieur, les philosophes pas toujours connus, mais qu'il faut en quelque sorte excaver pour leur donner une autre visibilité. C'est un autre projet que celui auquel je me suis attelé, mais vous avez raison, c'est un projet hautement estimable. La troisième question, pourquoi aller chercher chez des polythéistes des outils conceptuels pour interpréter la loi? Précisément, ils ne sont jamais appelés polythéistes, ils sont appelés anciens. Et c'est très important, le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un divorce religieux, il n'y a pas du tout cette différence religieuse qui aujourd'hui nous mine, nous crispe, nous tue. Pas du tout. La différence religieuse est insignifiante pour ces philosophes. Et il y a des différences qu'il faut rendre insignifiantes. Il n'y a pas de droit à la différence si on veut l'égalité. Et moi, en tant que philosophe, c'est l'universel et l'égalité qui m'intéressent. Si nous avons les mêmes droits, aucun ne peut demander un droit à la différence. L'égalité s'oppose à la différence. Et Averroès, pour lui, qu'Aristote ne soit pas musulman, ne soit pas monothéiste, voilà. Doesn't matter, c'est pas un problème. Faisons de nos différences de l'insignifiance pour garder la valeur ultime du partage de la connaissance et
du combat pour l'égalité des droits. Pourquoi pas l'Est et seulement les Grecs? Ibn Khaldoun le dit merveilleusement. Alors, madame, vous avez raison, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on oublie combien les transmissions de savoir subissent les aléas. Il y a un prince, Al-Ma'moun, qui a eu en rêve, dit-on, selon Nadim dans son Fihrist, qui a vu en rêve Aristote. Et donc il a dit maintenant il faut absolument traduire tout d'Aristote. Moi j'aimerais bien qu'un prince d'aujourd'hui rêve d'un philosophe de Ibn Rushd par exemple, et qu'on se mette tous à faire de la philosophie partout, ça serait super. Donc si vous voulez, Al-Ma'moun, c'est des aléas de l'histoire. Ibn Khaldoun le dit, il y a des contingences. Eh bien, s'il avait rêvé d'un Chinois, eh ben on aurait eu le legs chinois. Il a rêvé d'Aristote, et il faut des moyens de ce ministre que je ne nommerai pas, qui a effectivement arrêté l'enseignement de la philosophie en 1979, et ça n'a repris qu'à la fin du XXe siècle. Nous avons perdu 2 générations à cela. Ça redémarre dans les années 2000. Moi, j'y formule tous mes espoirs. Il y a un département de philosophie qui a été créé à Kenitra, à Marrakech, à Casablanca. Il n'y a pas toujours les sources comment dirais-je, les ressources humaines, mais comme il y a eu un arrêt, il faut redémarrer. Et au-delà de la philosophie, l'éducation, c'est le plus important. Je le dis et je le répète, et permettez-moi de le redire aujourd'hui, c'est que ne pas éduquer un peuple, c'est un crime contre l'humanité. Et laisser des analphabètes, c'est un crime contre l'humanité. Je pèse ma voix.